on commence à bien s'habituer à voir des gens dans la salle, ça fait vraiment plaisir, mais c'est déjà le dernier jour. Et je suis très heureux de cette rencontre autour du vertige de l'identité, avec trois auteurs que je vais vous présenter incessamment sous peu. Je vais commencer avec vous, Juliette Adam. Vous avez 18 ans, vous avez grandi en Bretagne, vous vivez aujourd'hui à Paris, et vous publiez chez Fayard « Tout va me manquer », roman en épigraphe duquel figure une citation de Dionysos, qui dit ceci. « Oh, comme j'ai tenté de me transformer, tant et si bien en oiseau de printemps mal déguisé pour mieux te sauver, pour mieux me sauver. » Est-ce que la rencontre d'Étienne, votre personnage masculin, et de Chloé, votre personnage féminin, est-ce que cette rencontre leur permet de se sauver, même temporairement? Je commence assez fort. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que à ce moment-là, Chloé était dans une passe où elle avait besoin de quelqu'un. Et elle était tellement... Elle pense trop, Chloé, en fait. Et pour remédier à cette psychologie et cette santé psychique qui ne va pas, elle décide de tout lâcher constamment et ne pas se soucier des regards des autres et juste ne plus être cette bombe à retardement et juste s'exposer à chaque instant. Et elle a un moment de sa vie où en fait, elle ne peut plus continuer comme ça, même si elle pense que ça la sauve. Et finalement, en fait, le fait de rencontrer Étienne, ça la sauve temporairement, c'est sûr, mais c'est vrai que ça permet de réguler un peu ses passions et de devenir plus apaisée à son contact. Gringe, rappeur, acteur, écrivain désormais, vous publiez ensemble On aboie en silence chez HarperCollins, un livre qui donne à entendre la voix de votre frère, Thibaut, diagnostiqué schizophrène en 2001. Il y avait eu Scanner sur votre premier album sorti en 2018 qui parlait déjà de ce frère. Est-ce qu'avec ce livre, c'était une envie d'aller plus loin, d'explorer encore plus loin ce mélange de vos deux voix? Oui, probablement. Je me suis surtout rendu compte qu'avec l'espace d'expression qu'offre, de liberté d'expression qu'offre un bouquin, je peux aller dans bien plus de directions, je peux explorer plus de pistes et poursuivre ce travail, entamer même ce travail d'enquête à ses côtés. Scanner, c'est vraiment un morceau, effectivement, c'est un morceau sur une durée de temps restreinte et je peux pas tout exprimer. J'avais voulu parler de cette maladie de manière très frontale, le moment de bascule où mon frangin revient chez moi métamorphosé après une soirée. Mais le livre, il permet ça en fait, et il permet aussi de prendre des détours et de brouiller un peu les pistes aussi, on verra ça tout à l'heure. Ouais, c'est ça, d'installer une espèce de trame narrative comme ça et de prendre mon temps pour le faire en brouillant un peu les pistes. Ouais. Mathias Malzieu, auteur, compositeur, interprète, écrivain, poète, cinéaste, parrain du centenaire Boris Vian, comme on l'a vu hier. Dernier roman en date, Une sirène à Paris. Alors je vais évidemment rebondir sur l'épigraphe de Juliette Adam, voir vos mots imprimés sur la page de garde de son roman. En termes d'identité, ça fait quoi? On a l'impression d'être un transmetteur? Non, c'était... Ah! Oh! Tiens, on change de cornet de glace. Sinon, je parle fort comme ça. Ouais, c'est bien, ça marche. Merci. Non, ça fait juste plaisir en fait. On pense pas à tout ça, ça m'a juste fait plaisir, d'autant plus que j'ai adoré le livre. Alors évidemment, il y avait un petit affect, parce que du coup, j'avais une petite clé émotionnelle avec, au-delà de la question que tu as utilisée, quelque chose venant de mon cœur et de ma tête, mais surtout l'écho que ça allait faire en fait au texte que tu avais écrit. Ça m'a donné une petite curiosité supplémentaire. C'était pas juste ah bah elle a mis un truc à moi. Mais il y a une parenté d'univers. Au bout du livre, à la dernière phrase, pour que comprendre à quel point la phrase que tu as choisie résonne au-delà de moi. Elle résonne. Du coup, je me suis mis à ta place parce que je trouve que c'est très important les exergues. Oui. C'est presque un sous-titre. C'est comme ça qu'un lecteur rentre dans un livre. Moi, j'adore dans les livres des autres les lire. C'est pas du tout un truc que je passe. Et j'aime bien choisir les miens, donc j'étais intrigué par ça et j'ai beaucoup aimé ce livre. Et il donne des envies cinématographiques, ce livre, je trouve. Absolument. Mais il y a vraiment communauté d'univers avec le roman de Juliette. Juliette Adam, Étienne est un garçon solitaire,
On peut dire qu'il a un seul ami, c'est son petit frère Paco. Il n'est pas très adroit, il est rêveur, mais aussi pas mal habité par des frustrations, des colères. Comment naît un personnage comme celui-là? Parce qu'il est jeune, mais en même temps, il est un peu comme vous, parce que quand on lit votre roman, on se dit que vous avez déjà vécu 1000 vies. Il est très chargé pour un jeune homme. Comment naît un personnage comme celui-là? Il frappe à la porte un jour et il dit « il faut écrire mon histoire ». Oui, en fait, c'est ça. En fait, quand j'ai eu l'édit d'Étienne et Chloé, j'étais dans le métro, et il était 7h40 et je devais aller au lycée. C'est précis, hein? Oui, parce que j'ai une note sur mon téléphone, c'est pour ça. Et je devais faire un contrôle de chinois, quelque chose comme ça, et honnêtement, j'avais pas du tout envie d'y aller. Un contrôle de chinois? Oui, de chinois. Et j'avais vraiment pas envie d'y aller, et du coup, j'ai laissé un peu mon esprit divaguer, et là, en fait, j'ai eu cette image de Chloé frappant Étienne au cœur d'un carnaval. Et en fait, les personnages étaient là, ils étaient là en moi et ils me hantaient pendant plusieurs jours. Et je me suis dit qu'en fait, il fallait que j'écrive dessus, c'était pas possible. Ils me criaient d'exister. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression que Chloé et Étienne, s'ils avaient une fille, ce serait moi. Donc pour moi, si on mélangeait les deux, ça se ferait, cette personne que vous avez devant vous. Et c'est pour ça que même si on a l'impression qu'Étienne et Chloé sont totalement différents, pour moi, c'est les mêmes quelque part. Alors c'est une question qui revient souvent, et une chose dont les écrivains parlent très très souvent, c'est le fait que leur personnage leur échappe parfois. C'est-à-dire qu'on a la trame de son roman, on se dit voilà, ça va se passer comme ça, et à un moment les personnages disent moi c'est pas ça que j'ai envie de faire. Ça a été le cas avec Étienne et Chloé? Oui, des fois, j'étais en train d'écrire, je me disais non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de les sauver, j'ai envie de les aider, mais je pouvais pas, c'était les trahir. Et je devais vraiment aller au bout de ces personnages, ne pas essayer que ce soit mes enfants et que de vouloir à tout prix les protéger. Il fallait qu'ils vivent et se déploient. Chloé, c'est un caractère assez explosif. Hein. La première fois qu'elle croise Étienne dans ce fameux carnaval, elle va le frapper parce qu'elle le prend pour un autre. Le thème de la rencontre, c'est le vertige de l'identité. C'est plutôt réussi comme vertige de l'identité de rencontrer quelqu'un en le frappant parce qu'on l'a pris pour quelqu'un d'autre. Pourquoi avoir choisi cette manière de les faire se rencontrer? Eh bien, en fait, j'avais besoin que cette rencontre commence par un geste très violent. Parce que Étienne, il a 25 ans, il vit avec son grand-père depuis 7 ans. Son meilleur ami, c'est son petit frère. Et ouais. Il travaille dans un magasin de jouets. Et j'avais besoin qu'on casse ce quotidien, et de la manière la plus brutale qui soit. Et Chloé arrive dans sa vie, et en fait, il ne peut pas s'en détacher. Et voilà. Alors vous avez dit qu'il travaille dans un magasin de jouets. Je trouve que c'est pas du tout anodin dans le roman, parce que peut-être que c'est aussi une partie de ce qu'il sauve. Ça lui permet de garder une part de rêve, de ne pas être complètement happé par la vilainie du monde, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire que ce lieu le protège, puisque pour moi, il est empli de poésie et d'enfance et d'émerveillement. Mais le problème, c'est que ça représente aussi ses frustrations. C'est-à-dire il a 25 ans, il n'est jamais sorti avec une fille et ça le frustre énormément. Dans une autre vie, il aurait aimé être musicien, mais il a décidé d'arrêter par peur du regard des autres. Et je trouvais que ce lieu représentait vraiment ses colères étouffées et en même temps cette bulle dans laquelle il ne veut pas sortir parce qu'il se sent bien quand même. Gringe, la voix de votre frère entend des voix, et votre voix qui parle de la voix de votre frère qui entend des voix, ça fait un drôle de mélange. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez délibérément brouillé les pistes pour qu'on ne sache pas qui est victime de la maladie et qui ne l'est pas. C'est un peu comme pour donner une sorte de normalité à votre frère et d'anormalité à vous. Oui, c'est un point de vue intéressant. Après, moi, je suis parti de l'idée. Mon idée de départ, c'était quand même de mélanger les voix pour parler de la schizophrénie. C'était un truc qui m'amusait dans l'idée. Et surtout, j'ai pas eu le choix en fait. Mon frère ne m'a pas laissé le choix. Il a fallu que je l'interviewe, que j'interroge pour qu'il me raconte un petit peu ses voyages et ses visions, ses hallucinations auditives, visuelles. Et à chaque fois, c'était très opaque, quoi. Il me filait des bribes d'infos, des bribes de souvenirs. Et du coup, il fallait que je l'amène à la discussion. Et c'était parfois très long, et que je brode à partir de ça. Et le truc étrange, c'est qu'après l'avoir lu, et je m'attendais à ce qu'il se soit la sentence tombe et à ce qu'il
me disent les passages sur mes voyages sont pas conformes à la réalité. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dur là-dessus, sur ces parties-là. Et finalement, je pense que le truc étrange, c'est que je sais pas, je pense que j'ai écrit comme le prolongement de ce qu'il me racontait, qu'il y avait une espèce de projection dans laquelle je me retrouvais, et je voyais mon frangin vraiment vivre les situations que je décris. Donc il y a un truc, une espèce de transfert à un moment donné, transfert d'identité en tout cas. Il y a un prolongement dans la parole, un truc qui fait qu'on est très lié au-delà des liens du sang, quoi. Alors ce qui est très très fort, c'est que finalement il y a énormément de pages où on ne sait pas qui parle finalement, hein. Vos deux voix sont mélangées. Et je me suis demandé, pour vous qui l'avez écrit, qui avez finalement traduit la parole de votre frère, est-ce qu'il n'y a pas vous n'avez pas eu l'impression à des moments de risquer de vous perdre? Il y a les voix qu'entend votre frère, la voix de votre frère, la vôtre. Ça a été compliqué parfois de trouver le chemin? Non, très bizarrement, c'était flou au départ. Je suis très peu synthétique, mais quand même j'avais cette volonté de tirer plusieurs fils rouges. En me disant, c'est pas grave, serpente, fais serpenter le lecteur, essayer de le paumer un peu, mais je savais à peu près où j'allais, quoi. Ça se dessinait au fur et à mesure. Mais il fallait que je parle à la fois des voyages de mon frère, que j'expose un petit peu, qui est le regard du grand frère sur notre histoire et sa réalité à lui, si singulière. Et puis les textes qu'il a accepté de me partager. Voilà, je savais que j'allais avoir quelque chose d'un espèce de puzzle un peu brouillon et que j'allais après disposer les pièces où ça m'intéressait de le faire. Après votre album Enfant Lune, il y a eu une tournée, et à l'issue de cette tournée, l'éditeur vous a appelé pour vous proposer de faire ce livre. Et j'ai l'impression que vous avez accepté de le faire, un peu comme pour vous offrir un cadeau à votre frère et vous. Une espèce de parenthèse enchantée, comme ça. Bah, ça s'est transformé en ça un petit peu, ouais, par la suite. C'était pas une évidence au départ. Non, je pense bien. Au départ, c'était juste la peur de m'emmerder. Et donc, quand Vagram Livre et HarperCollins, qui sont deux entités et deux maisons, sont venues me chercher, sont associés pour me proposer ce projet d'écriture, j'y ai vu déjà la possibilité de tuer le temps de la plus chouette des manières qui soit, d'essayer d'impliquer mon frangin et pour la première fois, de bosser à ses côtés, enfin de tenter de bosser à ses côtés et réciproquement. Ça a été un challenge du début à la fin. Mais du coup, j'ai complètement zappé la question de départ. Ça, c'est ma spécialité. Oui, c'était le cadeau que vous vous faites à votre frère, à Thibaut et à vous. Ouais. Et puis c'est d'entrer dans cette espèce de parenthèse enchantée. Alors en plus, c'était le confinement, effectivement, donc ça prend encore une autre dimension. Non, mais ça a été un cadeau empoisonné sur le moment. Voilà, parce que le challenge, en fait, il a été de rassurer mon frère tout du long. Pendant les 5 mois d'écriture, je le savais. Concernant les textes que je voulais qu'il me file pour le bouquin, toucher des virgules, il revenait avec un texto 2 semaines après avoir fait valider le texte, l'avoir fait corriger, en me disant je voudrais bien récupérer mon truc, je suis pas sûr de vouloir le partager aux gens finalement. Ça a été un espèce de travail au corps que j'ai dû effectuer pendant 5 mois. Et donc pas forcément quelque chose de physique, vraiment, travail au corps. Ouais, travail au corps, descendre dans le sud, de louer un petit Airbnb à côté de chez les parents, l'emmener 3-4 jours. Passer du temps avec lui. Ça veut dire qu'il faut le prendre par le bras, de temps en temps. Il faut le prendre par le bras, il faut le laisser en fait venir à soi, quoi. Et je le laissais venir à moi quand il le souhaitait. Et généralement, c'était la veille de mes départs où je devais remonter sur Paris. Ok. Là, il s'asseyait, puis il commençait à me décoffrer un peu son truc. Et la perspective du départ débloquait le langage. Puis je pense qu'il n'avait pas envie de me décevoir non plus, mais il le faisait pas de gaieté de cœur, quoi. Lui devait se faire violence pour me parler de son monde intérieur et de ses périples. Mais j'y suis parvenu avec son consentement évidemment, je l'ai jamais forcé. Ouais. Et ça s'est transformé en quelque chose d'hyper, comment dire. J'ai presque envie de dire en quelque chose de joyeux. Ouais, vraiment, mais de très stimulant aussi pour lui aujourd'hui, quoi. Je pense que c'est un truc qui lui leur donne envie de prendre un peu la plume. Non, je suis très content du résultat. C'était pas prémédité, ça, pas du tout. Mathias Malzieu, à cause du Covid, on a une librairie restreinte par rapport aux années précédentes, et donc pour chaque auteur, on a pu prendre que le dernier ouvrage publié, en l'occurrence Une sirène à Paris, en ce qui vous concerne, même s'il y a aussi le coffret Boris Vian dont vous avez écrit le livret. Donc on va dire 2 mots d'Une sirène à Paris, mais dans un débat sur le vertige de l'identité, on va évidemment parler du vampire en pyjama, parce que ça me paraît être une évidence. Mais je commence avec Une sirène à Paris.
Gaspard trouve une sirène blessée sur les quais de Seine à Paris justement et la ramène chez lui. Et cette sirène lui explique que tous les hommes tombent amoureux d'elle, mais s'ils tombent amoureux, ils meurent. Pourtant, Gaspard est certain qu'il ne mourra pas. Qu'est-ce qui fait que lui est certain qu'il est différent? On est en plein dans l'identité là, hein, quand même. Oui, en fait. Du coup, il a fait un coupe-circuit, en fait. C'est-à-dire qu'il a tellement souffert amoureusement qu'il s'est auto-convaincu qu'il ne ressentirait plus jamais rien. Qu'il était plus capable. C'est pas seulement une peur d'avoir mal, je pense qu'il est plus capable de ressentir la joie et donc de participer au flux. Donc, lui, il se dit bon, bah finalement, je vais vivre sans, quoi, comme. Voilà, par exemple, des fois, on a une maladie, on peut plus manger tel truc. Lui s'est dit, bon, bah, ok, ça c'est fini, c'est vraiment très mauvais pour moi, donc je serai mieux sans. Et il s'en convainc, et en fait, c'est une sirène, donc il y a la dimension surnaturelle, mais elle est juste là pour raconter un truc du réel. C'est quand on retombe amoureux et qu'on est forcé au courage de continuer et de recommencer. Parce que la vie reprend le dessus, quoi, qu'il y a un printemps qui revient et qu'il y a des fleurs qui repoussent un peu partout, même si elles sont sauvages et qu'on ne voulait pas et qu'on voulait rester blotti dans son cocon. Et c'est ce qui se passe. Donc lui, finalement, ne va pas être atteint dans un premier temps par la dangerosité amoureuse, parce qu'il est immunisé par le fait qu'il ne prête pas le flanc à la possibilité de se réenflammer. Ce qui me frappe chez vous, Mathias Malzieu, alors vous êtes romancier, je l'ai dit, Une sirène à Paris, c'est un roman, mais c'est aussi devenu un disque avec Dionysos. C'est les chansons du personnage principal. C'est les chansons du personnage principal, le surprisier, exactement. Un grand jeu génial à faire, parce qu'en fait, je me mettais dans la... C'était pas juste des chansons connectées au livre, j'écrivais les chansons de Gaspard, du personnage principal. Ouais. Donc au moment de créer le personnage et pour le livre et en même temps pour le film, parce que j'écrivais les trois en même temps. C'est ça, il y a le film qui vient aussi. Alors pour le coup c'était assez... j'étais vraiment en immersion, hein, sans jeu de mots avec une sirène. Ouais. Mais j'étais vraiment 24 heures sur 24, sirène, Gaspard, surprisier, tout le temps. Alors après logistiquement c'était compliqué, donc je referai peut-être pas le même truc, mais c'était aussi à la suite par rapport à ce que vous disiez sur... si on aborde la question du vampire en pyjama. Ouais. Voilà, où là aussi, il y a eu des chansons qui venaient compléter le journal. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'était surtout le fait que cette histoire de sirène, c'est la première que j'ai eue après avoir passé un long moment en chambre stérile où justement la seule littérature possible pour moi, qu'elle soit sous forme de chanson ou de livre, c'était de combattre et de mettre la réalité suffisamment à distance pour pouvoir la transformer en quelque chose de quand même excitant, même si j'étais dans une chambre stérile pendant 11 semaines. Et quand j'étais libéré de ces chaînes-là, j'ai retrouvé mes jouets de fiction, quoi, d'écrivain de romans. Et là, du coup, j'ai voulu faire le livre, le disque, le film. Et en fait, j'ai d'une identité qui était atrophiée, parce que voilà, quand on est à l'hôpital, on vous met un bracelet, il y a un code et ça devient de la science-fiction. Surtout, si on en parle un petit peu, moi c'était quand même un peu surnaturel comme truc. J'ai quand même été greffé par le sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf. Les cellules souches ont été conservées à moins 190 degrés pendant 15 ans. Donc c'était vraiment quand la réalité dépasse la science-fiction. Et du coup, quand la réalité redevient un petit peu plus normale et que juste on peut sortir de chez soi et acheter l'équipe et faire des trucs de gens normaux, et du coup, j'ai eu une envie de rattraper le temps qu'on m'avait enlevé et de revenir à un ultra moi-même. Et cet ultra moi-même, ça a été d'être à tous les postes de combat joyeux en même temps. Mais ça va plus loin que ça, on reviendra sur le vampire évidemment tout à l'heure. Mais ce qui me frappe avec Une sirène à Paris, c'est que j'ai l'impression que la limite entre la fiction, qu'elle soit dans un roman, dans un disque ou dans un film, et votre propre vie est de plus en plus poreuse. Il y a énormément de choses qui sont dans Une sirène à Paris, qui sont aujourd'hui dans votre propre vie ou qui vont y être très prochainement. Et ce qui me fascine chez vous, c'est votre faculté à prendre la poésie de vos créations pour la mettre dans votre vie. Comment on fait ça? En fait, je sais pas. C'est juste du désir et de l'instinctif. Moi, je suis pas je sais pas si je suis un intellectuel, mais en tout cas, je suis pas un intellectualisant, ça c'est sûr. J'ai vraiment besoin des choses qui viennent un peu du ventre et du cœur. C'est comme ça que je fonctionne.
Et là, il y a eu ce besoin un petit peu vital d'être ce que je fais et de faire ce que je suis. C'est-à-dire que de jamais être dans l'exercice. Je fais pas un roman de genre, de sirène, ou je fais pas un disque de rock, ou je fais pas du Dionysos parce que il y a 10 ans on faisait tel truc. En fait, je suis vraiment en phase maximum avec le désir excitant. C'est la fameuse phrase de Brel qui disait le désir c'est le talent. Il disait voilà, le mec il a envie de pêcher un poisson le matin, ben il se lève, il pêche, il se débrouille, et puis s'il trouve pas son poisson, et ben il recommence. Et puis à un moment donné, il attrape son poisson, donc il a du désir. Donc en fait, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et disons que ça a été exacerbé par cette histoire de greffe sur ce moment-là. Je prends un exemple concret. Hein. Dans une sirène à Paris, il y a un appareil incroyable qui permet de graver des disques vinyles à un exemplaire. Ben, cette machine, vous l'avez et régulièrement, vous gravez des vinyles à un exemplaire avec des poètes, avec des chanteurs, avec la pharmacienne qui vient raconter un truc. Enfin voilà, j'ai l'impression que votre roman est entré dans votre vie. Oui, bah, en fait, encore une fois, c'est le désir. C'est-à-dire que par là, par exemple, je suis en train de réaliser un rêve d'enfant. Je vais habiter sur une péniche. Tiens, comme c'est bizarre. Et il y a une péniche dans le livre. Ah bah oui, elle joue un sacré rôle. Et elle est très importante. Et elle s'appelle le Flower Burger. Et ma péniche va s'appeler le Flower Burger. Et dedans, il y aura une machine à graver les vinyles. Et dans cette histoire de greffe... C'est sympa d'être venu, Gaspard. Ouais, bah, un petit peu. Et en même temps, c'est ce qui est génial, je trouve, quand on écrit des romans, c'est que, évidemment, qu'on peut se mettre dedans, mais avec le dosage qu'on veut et pas tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus une autobiographie. C'est pas qu'une transposition de moi-même. Il y a de moi dedans, mais il y a quelque chose que je ne suis pas. Il est plus que moi, Gaspard. Et c'est ça qui est génial quand on écrit des romans, en fait. C'est la possibilité d'être plus que soi. Sinon, on écrit des récits. Et j'adore ça aussi. Mais c'est... comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais malade, j'avais pas d'autre choix d'honnêteté que d'écrire ce que je traversais, parce que j'étais tellement traversé qu'il y avait une question de vie ou de mort, en fait. Mais de vie ou de mort, outre la question biologique, c'est la question de l'identité. De rester moi-même, raconter, c'était rester moi-même. Et peut-être que pour d'autres qui sont dans des situations compliquées, ça pourrait être inventer un autre personnage. Moi, j'ai eu besoin de raconter ce périple. Même si c'était un périple immobile, c'était quand même un sacré voyage. Et voilà. Et l'étape d'après, c'était de retrouver ses jouets, d'être soi-même, mais à nouveau, je revenais au grand air, quoi. Comme quand on tombera tous le masque et qu'on retrouvera la pleine vie. J'ai envie de rebondir là-dessus avec vous, Juliette Adam, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que vous avez vécu 1000 vies tellement vos personnages sont riches. Et c'est encore plus subtil que ça, parce que j'ai l'impression que chacun de vos personnages, j'allais dire un double, mais c'est pas un double, a un espèce de complément où un personnage en négatif, en miroir, qui montrerait la part cachée et de Étienne et de Chloé. Est-ce que je me trompe d'abord ? Non, on peut dire ça comme ça, c'est que vous parlez de Coralie et de le professeur Martel. Bien sûr. Oui, c'est vrai, mais en fait j'avais aussi envie de... En fait je suis fascinée par les rencontres qui ne se font pas. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce roman dans le métro où on croise des passants qui pourraient en fait changer nos vies et en fait qui ne le feront jamais. Et en fait, j'avais besoin de ces deux pôles, de montrer que Étienne et Chloé avaient un échappatoire, qu'ils pouvaient vivre une vie peut-être plus sereine avec quelqu'un d'autre, mais pour eux, ce n'est pas possible parce qu'ils vivent trop intensément, ils réfléchissent trop à ce qui leur arrive dans l'instant, et ils ont un désir de vivre intensément, en fait. Pour eux, la platitude, ce n'est pas pour eux. Et donc c'est pour ça que même si ils se détruisent en même temps qu'ils se reconstruisent ensemble, ils sont irrémédiablement attirés l'un par l'autre. Alors en préparant l'entretien ce matin, parce que j'aime bien préparer mes fiches le jour même, je me suis dit finalement, ce roman, c'est la théorie des pôles. Moins par moins égale plus. Et une fois que le plus a contaminé Étienne et Chloé, ils sont les deux plus, donc ils se repoussent. Oui, un peu, c'est vrai. C'est vrai, c'est que dans le roman, à un moment donné, enfin, sans trop dévoiler... Non, il ne faut pas divulgacher. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'à partir du moment où tout semble aller pour le mieux, il y a une espèce de paroxysme qui entraîne une chute. Et c'est vrai que Étienne et Chloé ont tous les deux ce désir de se dévoiler tout de suite, comme s'il y avait une urgence et que le temps leur manquait,
alors qu'ils sont jeunes, mais ils ont toujours cette impression que tout peut disparaître à chaque instant. Et c'est pour ça que peut-être qu'ils se sont dévoilés trop vite, ils sont allés trop vite. Et c'est peut-être pour ça que finalement leur histoire sera trop houleuse pour eux. Alors, vraiment, votre roman est bluffant, hein, parce qu'il y a de l'ombre, de la lumière, de la gravité, de la légèreté. Il y a énormément de poésie dans votre roman. Et ce qui est fascinant, c'est que, puisqu'on est sur la question de l'identité, je trouve que les lieux ont une identité et certains objets ont une identité. Ils sont habités. Oui, en fait, au départ, quand j'avais commencé Tout va me manquer, j'avais l'idée de faire un scénario. Et en fait, j'imaginais tout de manière très cinématographique. Et quand j'étais en classe, j'imaginais chaque scène. Avant d'imaginer la scène, j'imaginais le lieu. Je me disais, il va y avoir la scène de la piscine, il va y avoir la scène du magasin de jouets, il va y avoir la scène des égouts, par exemple. Et pour moi, tous ces lieux transpirent de poésie et de choses cachées qui, en fait, vont pousser les personnages à se dépasser et à se dévoiler encore plus. Et c'est vrai que Étienne et Chloé, une façon de se sauver eux-mêmes, c'est aussi de trouver dans le quotidien un émerveillement constant, c'est-à-dire d'être attentif aux moindres choses, aux couleurs, aux goûts, aux sentiments, aux sens. Et j'avais besoin de cette poésie pour contrebalancer toute cette noirceur. L'importance de garder cette capacité d'émerveillement. Oui, pour moi, Chloé, elle est animée par deux sentiments. Donc le sentiment d'émerveillement qui serait rattaché à l'enfance et qui ne la quitte pas. Et d'ailleurs qui l'handicape un peu parce qu'elle est très nostalgique de ce moment où tout allait bien et où elle n'avait pas à se demander s'il était heureuse. Et en fait, comme elle se demande constamment si tout va bien, eh bien ça la bloque et ça lui donne un sentiment de trop plein. Mais elle a aussi un petit côté maman et protectrice. Hein. Oui, aussi, surtout avec Étienne et avec son petit frère aussi. Oui, parce que même si elle a un trop plein et qu'elle pense, en fait, elle est assez égocentrique d'une certaine manière parce que elle voit, dans son cerveau, dans sa santé psychique, elle prend une place énorme. Et c'est vrai qu'en étant en contact avec Étienne, Paco ou son grand-père, elle va se détacher d'elle-même. Et c'est comme ça qu'elle se sauve aussi. Grange, au-delà de l'histoire familiale et du lien fraternel, j'ai le sentiment que vous avez écrit un livre militant, que c'était important pour vous de donner une autre image de la schizophrénie. Oui, bien sûr. C'était pas non plus mon intention de départ. Je voulais pas faire un bouquin clinique ou voilà, collecter. C'est pas le point levé non plus, hein. Mais je voulais pas non plus me servir de mon frangin comme d'un étendard. Mais à travers ses témoignages et son implication, effectivement, c'était offrir une voix à ces gens qui en subissent plusieurs et qui peuvent pas les exprimer. Alors un bouquin militant, je sais jamais. Après, ça nous appartient pas. Savoir comment le bouquin va circuler, comment on va. Je vais le dire autrement. L'envie peut-être qu'on parle de la schizophrénie, de démystifier certaines choses davantage et autrement. Ouais, autrement, bien sûr. Après ce que j'ai pu entendre en rapport aux maladies, en tout cas aux troubles psychiques, aux maladies mentales, de tout temps et que ce soit dans les discussions, ou ce qu'on peut retrouver dans des films parfois, ou ce qui traîne un peu dans l'inconscience collective, c'est ça, c'est des gens potentiellement dangereux pour les autres, les fous alliés. Et ça, je voulais absolument casser ce truc, à la fois parce que mon frangin, le fait de l'avoir côtoyé... On n'a pas encore dit qu'il s'appelait Thibaut, mais j'aime bien qu'on lui donne son prénom. Thibaut est doué d'une espèce d'hypersensibilité, d'une immense bienveillance, et il est très empathique. Et pour l'avoir côtoyé aussi dans ces lieux où il allait se faire soigner, ou en tout cas se reposer, j'ai pu rencontrer aussi des gens mais comme lui, en fait, pétris d'une espèce de bienveillance folle, quoi, et hyper à l'écoute. Donc tous ces clichés qui accompagnent ces maladies, ces pathologies-là, j'ai conscience, j'ai le sentiment qu'il faut absolument les casser, quoi, et bon, j'espère que ça fera son boulot à son niveau, quoi. J'ai l'impression qu'avec beaucoup de pudeur et beaucoup de sensibilité, vous nous dites aussi quelque chose de très important de vous dans ce livre, qui est de l'ordre de la culpabilité d'être le frère bien portant. Mais fatalement, ouais. Je pense que c'est n'importe qui dans l'entourage. Je pense qu'à un moment donné, on se demande où on a foiré en tant que grand frère, ou
par an Le problème, c'est qu'on n'ose jamais en parler parce qu'on est celui qui est en bonne santé. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que c'est très très important de parler de cette culpabilité-là. Bah, en tout cas, c'est important pour embrasser un chemin de résilience par la suite et se délester de ça petit à petit, quoi. Ce qui n'a pas été le cas quand j'ai écrit le morceau Scanner sur l'album Enfant Lune. J'abordais des thématiques familiales déjà dans l'album, mais je ne faisais que touiller la chose et rester un petit peu en surface. Je pense que j'avais peur de plonger au cœur de la chose, quoi. Effectivement, avoir écrit ça avec le consentement de mon frère, et puis l'avoir aussi rencontré une seconde fois quasiment, quoi, dans sa singularité, dans toutes ces choses qu'il a toujours gardées pour lui. C'est une manière aussi de l'appréhender dans sa globalité, quoi. Et ça soulage. Ça soulage. Et après, il y a des rencontres. J'ai rencontré un chercheur en biologie moléculaire à Sainte-Anne, qui a été aussi une rencontre un peu clé. Qui lui m'a filé des outils de compréhension sur la pathologie, même si ça reste quelque chose encore très opaque et très mystérieux, et qui sont à l'aube de révolution sur le diagnostic. Ça, c'est pareil, j'en parle pas ici, mais dans le bouquin j'explique pourquoi ça a pu me délester d'un poids aussi. Ouais. Ouais. Alors il y a des choses qui sont suggérées comme ça, et là, ce dont vous venez de parler, c'est pour l'explication, mais il y a votre chemin à vous aussi, parce qu'il a fallu faire avec ce frère. Mais parfois, il a fallu faire contre, en réaction. Et j'ai le sentiment qu'il a fallu que vous le rejetiez d'une certaine manière, qu'il y ait une réaction forte, avant de pouvoir le retrouver et le comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a de la colère, de l'incompréhension au début, quoi. Ouais. Quand un jour, mon frère rentre à la maison et que c'est plus le même, et qu'il bascule dans un espèce de mutisme total, et que je le surprends à marmonner des phrases cryptiques ou à bricoler des trucs dans sa chambre collés à la mienne. Je suis en plus, moi, à un âge, j'ai 22, 23 ans à cette époque-là, et je suis déjà très solitaire. J'évolue en dehors de la famille, j'ai des potes en dehors. J'ai besoin de cette liberté-là, en dehors du cocon familial, qui est déjà un cocon plus ou moins éclaté à ce moment-là, quoi. Ouais. Et du coup, mon Thibaut, je l'appréhende avec violence, quoi. C'est-à-dire que j'ai de la colère, de l'incompréhension, je le pousse à bout. Je pense que physiquement, je le menace verbalement aussi, parce que je cherche mon frère, quoi. Ce qui ne fait qu'augmenter la culpabilité en plus. Et ce qui par la suite, évidemment, sur le coup aussi certainement, mais par la suite, ce qui fait que, ouais, bien sûr, j'engrange toujours plus d'incompréhension, de culpabilité. Et puis il déménage après, il s'en va, quoi, physiquement. J'ai perdu mon frangin une première fois, et puis une seconde au moment où il déménage avec mes parents dans le sud. Moi, je reste à Caen à l'époque. Chez ma copine et avec mes potes, quoi. Je me trouve des familles de substitution et je me mets des œillères. Je veux plus. Je me détache de cette famille. Je n'en veux plus. Et je ne la comprends pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous utilisez vraiment le mot perte, c'est-à-dire qu'il y a cet éloignement, mais en même temps, vous le vivez vraiment comme une perte. Je le vis comme une perte, ouais. Mais parce que c'est un chamboulement, c'est radical, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Une personne qui revient. Et mon frère était déjà, je pense, il avait déjà un terrain fertile, il était très hypersensible. Mais à ce moment-là, ouais, quand je dis je ne le reconnais plus, c'est physiquement, c'est l'histoire qui va avec, quoi. Et donc écrire ça, c'est une manière de me revivre et de nous revivre et de comprendre aussi ce par quoi je suis passé et ce qu'il a pu vivre, lui, la réalité dans laquelle il a basculé quasiment du jour au lendemain. Voilà. Mathias Malzieu, on va en venir à ce fameux journal d'un vampire en pyjama. Donc, greffe de moelle en 2014. J'ai sorti une phrase du journal qui dit « Je vais travailler dur au rêve de m'en sortir ». Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Finalement, on a l'impression que c'est de vos rêves que vous allez puiser la force de vous battre, de combattre, de vous en sortir, de changer de monde. En fait, c'est le truc très particulier dans un moment comme ça, c'est d'essayer de se dédoubler. Moi, j'ai déjà l'impression qu'en écrivant des histoires qu'on a vécues ou des histoires qu'on a inventées, on dédouble un peu son temps de vie. Il y a une sensation comme ça, en fait, d'échapper à. Pour ça, que, par exemple, moi, j'aime bien écrire la nuit parce qu'il y a un petit cocon, il y a un truc un peu... On rajeunit ou on vieillit? Les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, on se fatigue. Et en même temps, en termes d'intensité et de choses traversées, en fait, on augmente.
Donc on change le rapport au temps. Il y avait un truc que j'adorais dans Sur la route de Jack Kerouac. Ouais. Il disait que les personnages perdaient la notion de temps parce qu'ils avaient le sens du temps. Quand on perd la notion de temps, on a le sens du temps. Et il mettait ça sur un truc musical avec le jazz, le bebop, tout ça. Et en fait, il y a quelque chose comme ça dans l'écriture. Et quand en fait, comme je disais tout à l'heure, on est atrophié par un souci, quel qu'il soit. Enfin, moi, c'était une maladie, mais que ce soit un deuil ou un problème à régler, il y a un truc qu'on vous coupe, il y a un truc qu'on vous enlève, ou il y a un truc qui est empêché. Comme toi, tu le racontes par rapport à ton frère, il y a un moment, il y a un truc qui est empêché. Donc en fait, il faut trouver une autre solution. Il y a une voie sans issue, donc il faut trouver l'autre chemin. Et on disait tout à l'heure avec Juliette aussi, du coup, c'est ce moment où en fait on trouve autre chose. Et moi je me sauve comme ça, mais après ce serait dommage de croire que ça soit à mon échelle et encore moins d'une manière générale pour tous ceux qui fabriquent des histoires, qu'on est tous des poètes maudits et qu'on fabrique que du blues et de la misère. Il y a un blues joyeux, mais il y a aussi une vertu de l'émerveillement et de la puissance de la joie. C'est-à-dire que moi j'ai été inspiré par des moments difficiles, mais aussi par la jubilation, et par les choses simples, et par la question de la légèreté. Et c'est la légèreté aussi qui permet de faire des réserves de joie pour les moments où c'est plus plombé. Et quand on est un peu tous, c'est pas un secret, quand on écrit des livres, avec chacun sa personnalité, son histoire, c'est qu'il y a quand même une sensibilité ou une hypersensibilité. Donc nous, voilà, on vit de cette électricité, donc des fois on la stocke, plus ou moins consciemment. Là, en ce qui concerne le journal d'un vampire en pyjama, je n'avais pas d'autre choix, c'était mon seul arpent de liberté je m'échappais par les catacombes de mon cœur et de mon cerveau. C'était ma seule issue. Donc là, j'avais pas le choix. Mais ça pose des milliers de questions par rapport à l'identité. Hein. Vous avez donné l'identité de la donneuse tout à l'heure. Vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui, et puis vous avez Moelle Épinière qui a 5 ans et demi. Ouais. Est-ce que vous fêtez son immunitaire d'un enfant de 5 ans. Vous fêtez son anniversaire aussi? Ouais, je fête 2 anniversaires. C'est juste exactement pour ça que j'ai fait tout ça, et c'est un canular énorme. Hein. Je n'ai jamais été malade. Je veux juste 2 anniversaires par an. Mais j'ai quand même, il y a eu un truc qui s'est passé d'assez extraordinaire, c'est que le jour de la greffe, on reçoit une poche qui va vous être transfusée. Dessus, il y a un nom. Alors c'est un nom codé, qui est absolument pas, parce que c'est évidemment anonyme, et pour l'éthique des personnes qui donnent, et aussi pour la gratuité. Et en fait, moi, comme j'étais en fait dans un format presque journalistique, à savoir que j'écrivais ce journal in situ, le jour de la greffe, comme tous les jours, j'ai écrit. Des fois, j'écrivais 3 pages, des fois 3 lignes. Mais ce jour-là, j'ai écrit et j'ai noté le code de la maman. Et le livre est sorti ensuite en France, puis en Allemagne. Et je rentrais du Mexique un peu avec décalage horaire et tout. Et je me suis retrouvé avec une lettre entre une banane et un Mars, avant de faire une conférence un peu comme aujourd'hui. Et en fait, c'était la directrice de l'hôpital qui avait lu le livre. Parce qu'il n'y avait pas non plus 36 livres qui parlaient d'un greffé de la moelle osseuse par sang de cordon. Et du coup, elle a trouvé le code. Elle a tapé le code dans sa base de données. Elle a retrouvé la mère. Et le fait est que la mère travaillait dans l'hôpital et que c'était une copine à elle. Et qu'évidemment, l'une et l'autre ne le savaient pas, parce qu'elle avait donné son cordon, mais de manière anonyme, elle aussi. Et elle lui a donné le livre. Elle lui a dit, tiens, lis, c'est quelqu'un qui a été greffé par le sang de cordon. Et après, elle a fait, j'ai adoré le livre. Elle fait, regarde le code, c'est le tien. Du coup, elle m'a envoyé une lettre. C'est une histoire de fou, ça. Ouais. Et du coup, j'ai mis 2 ans à réfléchir à comment faire cette rencontre. Parce que sur la question de l'identité, ça pose beaucoup de questions. Ouais. Beaucoup de gens m'ont dit, alors, et quand tu as été greffé, est-ce que tu t'es transformé? Est-ce que tu as pris quelqu'un de... Mais c'est une vraie question. En fait, par exemple, il y a un examen incroyable qu'on vous fait pour savoir si la greffe a pris. C'est-à-dire que vous êtes, au début, vous êtes 20% donneur, puis 40% donneur, et puis à la fin, quand ça marche, vous êtes 100% donneur. Et cet examen s'appelle le chimérisme. Donc on devient vraiment une chimère, on devient un double. Donc il y a un côté un petit peu dans le... Je voudrais surtout pas le rosifier, parce que c'était avant tout très dur. Mais il y a une dimension un petit peu magique. Et du coup, quand j'ai reçu cette lettre, en fait, c'était trop fort pour moi, en fait. J'étais complètement incapable de dire, écoutez, on va prendre rendez-vous mardi prochain. Et puis on va aller boire un coca. C'était pas possible, en fait.
Donc il a fallu que on en parlait un petit peu tous les trois tout à l'heure, il a fallu que je mérite mon miracle. Et en fait, c'est justement en faisant ces conférences un peu en Mexique, Chine, Espagne, Angleterre, où j'ai découvert le vélo électrique pour découvrir les villes un peu en accéléré, parce que je restais peu de temps. Et comme j'ai pas la condition physique non plus d'un jeune homme de 18 ans, il fallait que je me donne une béquille électrique pour faire beaucoup de kilomètres. Et en fait, je me suis aperçu que je pouvais faire 70 km par jour et que ça allait à peu près. Donc en fait, j'ai fait Google là, et puis je fais alors Paris-Düsseldorf, 600 km divisé par 70, ça fait 8,5. Et ben je peux dire qu'en une semaine, je peux aller en vélo la rencontrer. Donc par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, j'ai aussi écrit une chanson qui s'appelle Family, et je l'ai gravée à un exemplaire sur la machine qui m'a été inspirée par l'écriture du livre Une sirène à Paris. Et je suis parti avec mon vinyle à un exemplaire dans ma sacoche. J'ai traversé la frontière de la Belgique. J'avais l'impression d'être, c'était homérique pour moi, même si c'était rien. Je veux dire, et Jack London et d'autres c'était rien en fait à l'échelle. Mais à mon échelle, dans la question du rêve et de ce que je traversais, c'était complètement homérique de traverser la frontière de la Belgique sur un vélo et d'être tout d'un coup d'aller manger des spaghettis bolognaises aux Pays-Bas. C'était extraordinaire de dormir dans des cabanes et au milieu de rien et d'accepter le temps ralenti et vraiment cette dimension de vulnérabilité. Parce que quand on est sur un vélo et qu'on a beaucoup de sacs, les gens ils sont rarement désagréables avec vous. Ils vous disent ah mais vous allez loin, donc des fois tu racontes ton histoire ou pas. Et en fait la rencontre a été extraordinaire. Parce que j'ai rencontré à la fois la directrice, mais aussi la maman biologique, mais aussi ma jumelle de sang. J'ai changé de groupe sanguin pour avoir son sang. Et du coup, elle avait 15 ans quand j'étais greffé. Là, elle a 20 ans, donc juste 2 ans de plus que toi. Et maintenant, elle est médecin. Et si on fait une prise de sang tous les deux, on a exactement le même système immunitaire. Donc c'est comme une jumelle, pas d'œuf, mais de sang. Donc sur l'identité, ça pose beaucoup de questions. Je m'amusais, j'étais transfusé 150 fois. Et je m'amusais des fois, parce qu'il faut, encore une fois, il faut trouver... Il y a la poésie et le rire, des fois, c'est le même décalage, en fait. C'est une façon de regarder le monde un peu de travers. Et j'avais un besoin de rire un petit peu de ça. Et j'imaginais les gens qui me donnaient leur sang, parce que là, c'est pas un Doliprane ou un truc. C'est des gens qui, après le travail ou avant, ont dit, tiens, moi, je vais donner pour quelqu'un, je sais pas qui c'est, mais ça peut l'aider. C'est quand même c'est une drôle de générosité. On développe l'empathie pour ceux qu'on aime, nos proches, comme par exemple toi avec ton frère. Il y en a qui ne m'en ont pas, même pour leur famille. Hein. C'est pas donné. Mais là, en fait, c'est des gens qui m'ont donné sans me connaître. C'était pas. Donc moi, j'aimais justement imaginer qui c'était. Une fois, je me disais, c'est peut-être un Indien, ou peut-être c'est PJ Harvey. Peut-être c'est une femme avec des seins énormes. Mais j'aimais bien l'idée, en fait. Et puis je pensais que c'était des gens normaux, étaient des copains ou le voisin ou des gens. Et justement, le truc est assez fou, c'est que sur vraiment la greffe, où c'est encore un don encore autre, on a trouvé le sang de cordon en Allemagne. Et puis moi, mon père, il est né à la frontière allemande et sa mère est née en 1908, donc avant la Première Guerre mondiale, donc elle est née allemande. Et il a perdu sa mère dans la Deuxième Guerre mondiale à cause du conflit avec les Allemands. Et finalement, aujourd'hui, son fils a été sauvé avec du sang allemand. Donc l'Europe, des fois, c'est pas mal. Le temps passe vite, hein. Si je veux donner un peu la parole à la salle, il va falloir que je vous pose à chacun une question de conclusion. Gringe, j'ai le sentiment que l'écriture de ce livre a changé votre rapport à la création. Non seulement à la création, mais peut-être aussi à votre rapport à l'autre. Ça a peut-être fait tomber certaines barrières et certaines appréhensions. Ouais, je l'ignore. C'est juste une chose. Je reçois tous les mercredis. Hein. Avec plaisir. Non, mais il y a une chose que ça a déclenché en moi, c'est effectivement l'envie d'explorer différemlement les choses. Quoi. Je pense que j'étais très conformé, en tout cas très cantonné à un cadre avec le rap. Je venais d'une école de l'écriture et de la réflexion aussi, très en circuit fermé, même si c'est un univers d'une grande richesse. L'écriture un peu plus
littéraire, littéral, je sais pas comment dire. Littéraire, on peut le dire. Ouais, il y a quelque chose qui, en tout cas, ouvre un champ des possibles tellement plus vaste et tellement plus vaste. Et là, il y a eu un truc, il y a eu après, me décentrer de moi aussi, ce que j'ai commencé à faire sur ce bouquin, même si il est question de notre histoire à moi et mon frère. Ça aussi, c'est quelque chose qui est apparu comme une espèce de déclic. Me foutre un peu la paix sur les prochains projets, on verra. Vous avez commencé? Pas du tout. Le deuxième? Non plus. Non. Toujours pas. Non, mais il y aura je sais pas comment ça va se traduire. J'aimerais bien maintenant faire un peu il est tout frais, hein, mais je trouve que c'est un livre très très fort. Merci beaucoup. Maintenant, je voudrais faire fusionner, enfin, si possible, quoi, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu accomplir jusqu'ici, c'est l'écriture, un peu le jeu, la musique. C'est de trouver, de créer quelque chose à partir de tout ça, quoi. Donc c'est pour l'instant, c'est une interrogation. On verra. Juliette Adam, j'ai envie de dire que le sujet central de votre roman, c'est la solitude. Et je suis vraiment stupéfait qu'une jeune fille de 18 ans ait cette conscience-là de la solitude. Est-ce que c'est la traduction d'une génération aussi, malgré les tablettes, les connexions? Est-ce qu'on n'est pas extrêmement seul? Si, je pense que, en tout cas, je ne veux pas parler au nom de ma génération non plus, mais je sais que moi, j'ai tendance à avoir ce sentiment de solitude presque constamment. Et c'est vrai que avec Étienne et Chloé, j'étais accompagnée. Et en fait, ça me permettait de combler cette solitude. Et en fait, d'écrire avec eux sur eux, ça avait des vertus thérapeutiques, en fait. Et ça permettait des fois juste de me lâcher, des fois de me cacher derrière des personnages. Et oui, je pense que, je sais pas d'où ça vient exactement, mais j'avais besoin d'écrire sur cette solitude parce que je pense que, en fait, elle est très importante, en tout cas pour moi, et j'avais besoin de la combler en écrivant sur celle. C'est un thème qui est beaucoup revenu pendant ce livre sur les quais, dans les rencontres, le thème de la consolation. Vous avez l'impression qu'en écrivant ce roman, il y a une forme de consolation? Oui, et puis aussi d'apaisement surtout. Je pense que le fait d'écrire un peu sur soi, mais en se cachant, ça permet de mettre certains sentiments à distance et d'y voir plus clair. Et je pense que Étienne et Chloé m'ont vraiment aidé à juste des fois avoir plus de légèreté ou au contraire à me sentir justement moins seule, parce que même si c'est moi qui les ai créés, d'une certaine manière, je me dis ils existent quand même et ils sont comme moi, ils me comprennent. Mathias Malzieu, on le voit bien hein, avec tout ce qui a été dit sur ce plateau, que les mots, c'est fondamental aussi pour définir une identité. Ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez besoin de plusieurs véhicules d'expression. Envie, plus que besoin. C'est-à-dire que... Mathias Malzieu, il semblerait que vous ayez plus envie de plusieurs véhicules. C'est vrai parce que besoin, ça voudrait dire que j'ai une forme de dépendance et c'est plus joyeux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la question du lien. C'est-à-dire qu'en fait, une idée m'en donne une autre. Oui, mais la fin de ma question était par rapport à l'identité. Tu disais fusion. En fait, tu me dit maintenant, j'ai envie de fusionner. Mais en fait, c'est ça. En fait, moi, quand j'ai commencé à raconter des histoires, j'ai commencé à faire une chanson. Et puis, du coup, j'avais une caméra Super 8 parce que je faisais des études de cinéma et je faisais faire le clip. Et puis, le personnage, j'avais envie, en fait, qu'est-ce qui lui arrive avant, qu'est-ce qui lui arrive après. Donc, je commençais à faire des nouvelles. Et en fait, c'est un tirage de... Et du coup, c'est une chasse au trésor, en fait. C'est de l'envie. En termes d'identité, c'est des identités juxtaposées ou c'est... Non, c'est la même. C'est l'addition de tout ça qui fait une identité. Ouais, c'est une identité, mais qui traverse. Mais on est tous comme ça, finalement. Je veux dire, par exemple, dans une journée ou dans une vie ou dans une semaine, des fois, on est en colère, des fois, on est heureux, des fois, on est déçu. On n'est pas tout le temps le même. On change. On a une tectonique des plaques fragile et surtout, quand en plus on travaille dessus, il y a quand même 3 hypersensibles là, en face de vous, chacun à sa manière, peut-être 4. Et en fait, du coup, après, c'est ce que Juliette expliquait à sa manière avec le fait de parler de la consolation. C'est-à-dire qu'en même temps, je vais citer un grand poète qui est le père de Spider-Man, qui dit « à grand pouvoir, grande responsabilité ». En fait, c'est en écrivant ou en travaillant, en fait, on se donne un pouvoir. Mais c'est aussi une responsabilité.
Donc, et c'est joyeux en fait de grimper ce truc-là. Et même si on se casse la gueule de temps en temps, ben, quand on se casse la gueule, et ben, on a ce très joli mot que vous avez dit tout à l'heure, la consolation. Et c'est doux aussi. Et c'était, je reviens juste 2 secondes sur Juliette. Je sais pas comment vous l'avez ressenti, mais quand tu parlais de tes personnages tout à l'heure, c'était marrant parce qu'on avait vraiment l'impression que tu parlais de gens qui existent. Oui. Et en fait, c'est ce qui est très... outre 1000 choses que j'adorais dans ton livre, c'est que c'est très réussi aussi ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils existent. C'est-à-dire que c'est jamais des personnages d'énigmes, de prétextes. Ah, j'ai besoin qu'elles soient un peu barrées parce que machin. Pas du tout, en fait. Et on a tout le temps envie de les croiser. On y croit complètement. Et justement, et c'est parce qu'on y croit autant que du coup, toute la fantaisie, en fait, elle n'est pas du tout artificielle. Ouais. Et elle est réaliste au joli sens du terme, au sens de s'émerveiller de quelque chose qui existe. Alors que c'est complètement inventé, comme la phrase de Vian qui dit sur l'écume des jours, cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée de bout en bout. Exactement. Et je trouve que tu réponds bien à ça. Merci beaucoup. Alors j'ai mis un masque parce que c'est l'heure des questions de la salle et pour éviter que tout le monde crache dans le même micro, je vais descendre auprès de celles et ceux qui souhaitent poser une question à l'un de nos 3 invités. Vous allez chuchoter à l'oreille, non pas du cheval, du modérateur, et je vais transmettre la question. Donc n'hésitez pas, allons-y, c'est le moment. On a 7-8 minutes pour répondre à vos questions. Donc ça y est, personne ne veut pas... Ah si, j'ai une première question, c'est rare. D'habitude, je commence par la deuxième. Dites-moi. Oui. Ok. Alors c'est pratique parce que comme on n'entend rien, tu peux refaire la question que tu veux derrière. Mais c'est ça. C'est une question pour vous, Mathias, par rapport à l'imagination. Est-ce qu'il y a des limites à cette imagination finalement? Et la fin de la question, c'était quoi? Dans les histoires, ouais, est-ce qu'il y a une limite à l'imagination dans les histoires ou est-ce qu'on peut tout? Bien sûr qu'on peut tout, comme on peut rire de tout, comme on peut... Mais pas avec tout le monde. Mais pas avec tout le monde, exactement. Mais on peut rire de tout. Je crois qu'il y a quand même le procès de Charlie Hebdo en ce moment. Ouais. Et c'est très important de pouvoir rire absolument, de se moquer de soi-même. Et l'imagination, en fait, elle sert évidemment à inventer des histoires de sirènes ou de licornes et des choses comme ça. Mais la première fonction de l'imagination, c'est l'empathie. Parce que pour se mettre à la place de quelqu'un, il faut imaginer. Alors évidemment que pour nous, comme on disait Juliette tout à l'heure, il faut imaginer pour se mettre à la place d'un personnage. Mais ton travail également, tu as dû en fait, et toi tu as invité une autre voix. Mais il a fallu en fait que tu fasses un travail d'imagination. Et l'imagination, encore une fois, ne sert pas uniquement qu'à inventer des choses qui n'existent pas. Et après, c'est le choix et c'est le goût. On parfume ces histoires comme on le veut, et c'est ce qui est absolument magique et génial. C'est des bouteilles à la mer. Derrière, on balance une histoire de sirène, et puis il y a des gens ensuite qui vous disent « Ah ben moi, ça m'a fait ça, c'est extraordinaire ». Mais donc moi, non, je n'y vois aucune limite, si ce n'est la question, encore une fois, du désir de faire et que ça corresponde. En fait, l'imagination, la limite de l'imagination, c'est si elle se déconnecte du réel. Parce que là, ça devient une bulle de savon, ça ne sert plus à rien. Mais si elle fait écho à, alors, pour moi, il n'y a pas de limite. J'ai une autre question ici. D'accord. Est-ce que la rencontre avec votre donneuse a limité votre imagination ou a modifié quelque chose à cette imagination? Non, elle a transformé le fantasme en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment... Là, pour le coup, elle est bien votre question parce qu'elle alimente la première question. À dire que on parle souvent de cette phrase de transformer un rêve en réalité. Et moi, c'était la question au début de ce voyage, de se dire est-ce que ça ne doit pas rester un rêve? On a des fantasmes tous et des fois, certains doivent garder leur statut de fantasme. Des fois, on n'est pas toujours obligé d'aller vérifier. Et puis, il y avait cette phrase géniale de je ne sais plus quel poète qui disait voyager, c'est vérifier ses rêves. Et bien là, j'avais vraiment besoin et envie de vérifier. Et en fait, ça a augmenté mon imaginaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette bulle de fantasmes,
Même Düsseldorf, c'était comme une cité engloutie dans mes rêves, quelque part. C'est l'endroit où il y avait eu mes cellules souches depuis 15 ans dans un truc liquide bizarre qu'on aurait dit Han Solo dans Star Wars. Et ben en fait, je l'ai vu en vrai. Et j'ai rencontré des vrais gens. Et du coup, en fait, c'est comme si voilà, j'avais une goutte de réel dans tout ce rêve. Donc ça n'a pas empêché le rêve, ça l'a rendu encore plus ample, en fait. Parce que une vraie personne avec son histoire de famille. Alors, passer le moment de la rencontre avec un peu les larmes et la surémotion, après, on a passé une journée normale. On est allé manger. On s'est promené au bord du Rhin, et des fois on a fait des blagues pourries et tout. Et c'est ça le vrai rêve en fait. C'est quand en fait il y a le yin et le yang du réel et de l'imaginaire, un petit peu de rêve dans le réel et un petit peu de réel dans le rêve. Et quand ça se mélange comme ça, c'est ce que j'appellerais le vrai magique en fait, justement. C'est la mixture entre les deux. La question suivante est là devant. Je me demandais comment on se sentait après avoir écrit des livres aussi personnels, aussi prenants. Est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est fatigué? Ok, d'accord. Pour tous les trois alors. Ok. Alors, Madame voulait savoir comment on se sentait après avoir écrit des livres comme ceux que vous avez écrits. Est-ce qu'on se sentait fatigué, triste, rempli, vidé? Et la question est pour tous les trois. On commence avec Gringe. Ça dépend, la manière dont on appréhende et la manière de penser le projet, enfin, les ambitions qu'on y met, l'énergie qu'on accepte d'y mettre aussi, quoi. Moi, pour le coup, c'est le premier projet que j'accomplis, un projet que j'aboutis, qui me libère, hein, qui est libérateur d'un tas de mots, de questions, de questionnements. Déposer un fardeau? Pas un fardeau, parce que c'est quand même quelque chose de il y a aussi quelque chose d'assez gracieux à vivre en temps réel. Évidemment, c'est dur aussi, c'est pénible. Mais non, ouais, libérer et surtout stimuler pour la suite, quoi. On ouvre sur quelque chose, un sentier un petit peu inconnu pour après. Merci, Juliette. Moi, quand j'ai fini, même maintenant, tout va me manquer. Ça fait longtemps que j'ai terminé maintenant. Mais j'ai l'impression qu'en fait, même si c'est fini, que en fait, c'est que le début de quelque chose et la première pierre d'un édifice. Et pour moi, Étienne et Chloé, je pense qu'ils m'accompagneront toute ma vie, à mon avis. Je pense qu'ils sont toujours dans un coin de ma tête, et c'est pour ça que je ressens pas de tristesse au fait que le livre soit terminé. Je ressens beaucoup de joie là, à l'idée qu'ils puissent toucher au moins une ou deux personnes quelque part. Je les ai un peu comme quand on laisse ses enfants partir et qu'on est heureux de les voir partir, même si on est triste quelque part, en même temps on est heureux pour eux. Et je pense que c'est un peu ça ce que je ressens. Quand je vous dis que c'était il y a 1500 ans. Mathias. Bah, pas mieux, hein, j'ai envie de dire. C'est ça, enfin, c'est à peu près ça. Moi, j'ai une anecdote que je peux vous raconter à propos du dernier jour où j'ai terminé Une sirène à Paris. Il fallait vraiment que j'envoie à mon éditrice. Il fallait qu'elle l'ait le matin, et elle devait partir en week-end pour le lire. Et c'était comme si tout était intriqué entre le film, l'album et tout. Bref, il y avait un truc de délai où vraiment il fallait que je termine ma relecture. Et j'étais pas content de ma fin, de ma toute fin. Et en fait, j'ai écrit le dernier paragraphe. C'est le dernier truc que vraiment je l'ai écrit juste avant d'envoyer le mail. Et en fait, j'ai fait une nuit blanche. C'est-à-dire que j'ai écrit jusqu'à 10h du matin. Et en fait, du coup, j'avais plus sommeil. J'ai eu des coups de barre vers 6h du matin, plus sommeil. Donc en fait, je suis allé prendre un petit déjeuner. Et j'étais tellement en fait dans l'autostimulation et l'émotion, mais pas du tout triste, justement. Je suis complètement d'accord. La sensation un peu grisante d'être arrivé à un sommet personnel, hein, c'est sans prétention aucune. Mais en tout cas, on arrive au bout de quelque chose. Qu'en fait, j'ai pris mon petit déjeuner après, j'avais plus sommeil. Bah, du coup, je me suis remis à l'ordinateur et j'ai commencé un autre livre. Ouais. Une dernière question. Il suffit que je dise dernière pour qu'il n'y en ait plus. Comme toujours. Non? Une fois? Deux fois? Adjugé. Très bien, je peux enlever le masque, c'est chouette. Gringe, ensemble, on aboie en silence, c'est chez HarperCollins. Franchement, c'est un livre extrêmement touchant, qui a le mérite de résonner, c'est-à-dire qu'on le lit et puis il vit
il commence à vivre et il commence à nous chatouiller un peu où ça dérange, mais où ça dérange en bien. Donc voilà, on peut applaudir Grinch, s'il vous plaît. Mathias Malzieu, Une sirène à Paris, le roman paru aux éditions Albin Michel. Il faut aussi acheter l'album qui est sorti juste avant le confinement, donc il y a eu une vie très très courte. Et il faut aller voir le film s'il passe quelque part, parce qu'il est aussi sorti à 1 semaine ou 10 jours du confinement. Et 3 jours. 3 jours, une catastrophe, quoi. Bref. Et puis, alors, vous le trouverez pas ici au Livre sur les quais, mais n'hésitez pas à acheter aussi le journal d'un vampire en pyjama. C'est extrêmement touchant et c'est fait avec beaucoup de finesse, parce qu'on n'est pas triste à la fin. Donc c'est très très beau. Merci Mathias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout va me manquer, c'est le premier roman de Juliette Adam chez Fayard et je vous promets que c'est pas le dernier parce que malgré son jeune âge, on a vraiment un écrivain. Merci Juliette. Merci beaucoup.